La fenêtre du bureau du capitaine Schwellenberg donnait sur la voie de chemin de fer qui menait à Bergen-Belsen. Et lorsqu'il se trouvait à sa table de travail, il pouvait observer chaque nouvel arrivage de prisonniers. Ces derniers temps, il y avait eu un train par jour qui transportait des hommes, des femmes et des enfants, entassés dans les wagons comme du bétail. Parfois, quand ils débarquaient, certains de ceux qui avaient entendu parler des camps de la mort se mettaient à se lamenter et à pleurer, à gros sanglots. Le capitaine Schwellenberg, lui, avait alors envie de descendre parmi eux pour leur crier qu'au contraire, ils pouvaient se considérer comme extrêmement chanceux. Bergen-Belsen était d'abord un camp de travail, pas un camp d'extermination. Ici, il n'y avait pas la moindre chambre à gaz. Ceux qui étaient convoyés en train jusqu'au camp, les juifs, les tziganes, les homosexuels et les criminels, ne s'entendaient pas donner l'ordre de se mettre en rang afin d'être conduits à une mort certaine. Certes, on les forçait à travailler jusqu'à l'épuisement total de leurs forces. On les traitait comme des esclaves. On les sous-alimentait et on les punissait s'ils accomplissaient mal les corvées. Mais on ne les exterminait pas systématiquement. Ça, c'était le boulot des camps comme Auschwitz, Treblinka et les autres, où le rythme des exécutions de masse s'accélérait. On était en 1944. C'était l'été. Et les troupes ennemies venaient de débarquer en France. À Bergen-Belsen, le rôle du capitaine Schellenberg consistait à comptabiliser quotidiennement le nombre d'individus dont la santé était suffisamment bonne pour travailler. Si le taux de mortalité augmentait de façon inhabituelle, diminuant ainsi les effectifs disponibles, il fallait alors envisager d'augmenter la population globale du camp en réclamant un train supplémentaire. Par ailleurs, si le nombre des prisonniers dépassait la capacité d'hébergement de Bergen-Belsen, c'était Schwellenberg qui devait sélectionner, parmi les plus malades, ceux qui partaient alors dans l'un des camps d'extermination. Aussi tenait-il rigoureusement à jour le compte des entrées et sorties de tous les camps de prisonniers, afin de disposer à tout moment des statistiques nécessaires. À Auschwitz, par exemple, disposait de 4 immenses chambres à gaz dont chacune pouvait contenir 2000 personnes à la fois. À Treblinka, il y en avait une dizaine, qui ne pouvaient accueillir respectivement que 200 individus. À 9 heures tous les matins, il se hâtait de quitter son bureau pour régler les détails pratiques de la journée, longeant d'un air concentré les rangées de baraquements, retournant le salut de ceux qu'il croisait d'un geste rapide du bras. À cette époque-là, de nombreux bâtiments étaient occupés par des prisonniers tziganes, ce qui était relativement normal, puisque Bergen-Belsen avait été construit en même temps qu'avaient eu lieu les premières rafles ethniques, bien avant les camps destinés aux Juifs. « Capitaine Schwellenberg ?» L'un de ses sergents au garde à vous se tenait prêt à lui faire son rapport. « Repos, Kronker. Il y a eu des morts cette nuit ? Un prisonnier dans le baraquement 44. » Le sergent hésita quelques secondes avant de poursuivre. « Et un garde. »« Un garde ? Une nouvelle recrue. Il est possible qu'il se soit endormi pendant son service. Vous pensez que ça cache quelque chose de louche ?» Mais le sergent Kronker n'avait pas l'intention de lui faire part de ses soupçons. « Il a perdu beaucoup de sang, et l'hémorragie lui a été fatale. Tous les prisonniers étaient-ils enfermés ? Oui, capitaine. Aucun ne manquait à l'appel ce matin. Faites-moi un rapport circonstancié. » Le capitaine Schwellenberg continua sa tournée matinale, s'arrêtant de temps en temps devant l'une des lugubres constructions grises. « Tout le monde travaille aujourd'hui ?» lança-t-il d'une voix forte avant d'inscrire dans son carnet le numéro du baraquement concerné. Il n'interrompit sa ronde qu'une seule fois, lorsqu'il rencontra une vieille tzigane bien en chair qui se tenait dehors à côté d'un baraquement. « Pourquoi n'es-tu pas au travail ?» demanda Schwellenberg. « Il y a beaucoup de choses à faire pour une femme pleine de santé comme toi. »« Je m'occupe des malades, c'est mon boulot, » répondit-elle. Elle parlait allemand avec un accent étrange et peu courant. « Quel est ton nom, femme ? D'où viens-tu ?»« Je m'appelle Olga Helsing, monsieur. Je viens de Roumanie. J'étais avec la bande de tziganes qu'une patrouille allemande a capturée l'autre nuit. » Le capitaine fit un pas en direction du baraquement. « Où sont les malades dont tu t'occupes ? Montrez-les-moi. » Elle entra dans le bâtiment et il la suivit, luttant contre la puanteur
dont il avait fait l'expérience si souvent auparavant. Au bout de la rangée de couchettes, dans la partie la plus sombre de la grande pièce, la femme s'immobilisa devant une forme indistincte, recouverte d'une couverture. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda le capitaine. « Elle ne peut pas travailler aujourd'hui. Sinon, le soleil va lui brûler la peau. Il a une maladie très rare qui peut le tuer. » Schwellenberg souleva la couverture et aperçut le visage maigre et pâle d'un homme qui devait approcher de la soixantaine. Parfaitement immobile, il offrait toutes les apparences d'un mort. « Nous sommes dans un camp de travail ici, » dit le capitaine en s'adressant à la femme. « Et tout le monde doit travailler. » S'approchant de l'extrémité de la couchette, il lut le nom et la date de naissance du prisonnier. Vlad Tepes, 8 novembre 1887. Il faut qu'il aille travailler, demain, sinon il sera fusillé. En quittant le baraquement, Schwellenberg se demanda pourquoi il s'était montré aussi généreux. Jadis, il aurait immédiatement ordonné qu'on passe par les armes à un resquilleur de son espèce, ou au moins qu'on lui inflige une sérieuse correction, pour l'exemple. Le capitaine poursuivit son chemin, mais le souvenir du vieux tzigane, endormi sur sa couchette, ne le quitta plus. Souvent, après le coucher du soleil, le capitaine Schwellenberg aimait à se promener, seul, tout autour du périmètre délimité par la partie principale du camp. À la tombée de la nuit, l'endroit était paisible, et il réussissait même à s'imaginer qu'il était de retour chez lui, en train de parcourir les collines qui entouraient la ferme familiale. Il faisait de son mieux pour ignorer la double rangée de fils de fer barbelés qui encerclaient les baraques des prisonniers, bien que ce ne fût pas chose facile, surtout quand les projecteurs des miradors venaient à les balayer de leurs puissants faisceaux. En revenant vers les quartiers des officiers, il prit un raccourci qui passait juste à côté du baraquement numéro 52, oubliant momentanément que c'était là qu'il avait vu le vieux tzigane endormi. Tandis qu'il marchait le long du bâtiment plongé dans l'obscurité, une voix prononça son nom. « Capitaine Schwellenberg ?» Le capitaine se retourna, pensant se retrouver face à face avec l'un des gardiens chargés de surveiller cette partie du camp. Mais à la place du garde qu'il s'attendait à voir, il aperçut confusément une haute silhouette mince qui se tenait dans l'ombre. « Oui, » répondit le capitaine. « Qui est là ?»« Nous n'avons pas été officiellement présentés. » S'avançant d'un pas, Schwellenberg identifia l'uniforme gris que portaient les prisonniers et recula aussitôt. « Vous n'avez pas le droit d'être hors de votre baraquement. Je dois immédiatement prévenir les gardes. » L'homme fit un pas en avant et un rayon de lune vint éclairer la moitié de son visage. Avec une sorte de sourire, il dit « Je ne vous veux aucun mal. » « Tous les baraquements sont fermés à clé pendant la nuit. Comment êtes-vous sorti? Est-ce que vous appartenez à une brigade spéciale? » « En effet, je suis chargé d'une mission particulière. Je dois surveiller les autres prisonniers, afin de m'assurer qu'ils ne quittent pas leur baraquement. » Schwellenberg alors le reconnut. L'homme qui lui faisait face, et qui paraissait maintenant en pleine forme, n'était autre que le tzigane malade qu'il avait vu le matin même. « Vlad Tepes, c'est votre nom, n'est-ce pas? »« C'est bien ainsi que l'on m'appelle. »« Je suis heureux de constater que vous êtes guéri. J'en conclus que vous rejoindrez votre unité de travail de demain matin, avec les autres. »« Je ne peux travailler que la nuit. Ma peau est allergique à la lumière du jour. » Le capitaine grommela quelques mots indistincts, et il s'apprêtait à tourner les talons quand une idée frappa soudain son esprit. « Comment avez-vous appris mon nom? Je l'ai sans doute entendu prononcer par la vieille tzigane ce matin. » Bien qu'il eût l'intuition que l'homme mentait, Schwellenberg accepta l'explication. Il avait hâte de s'éloigner de cet étrange prisonnier. Peut-être se souvenait-il aussi que les tziganes avaient la réputation de posséder des pouvoirs surnaturels. Cette nuit-là, un autre gardien mourut. Le rapport concernant la mort d'un second gardien se trouvait déjà sur la table du capitaine lorsque celui-ci arriva dans son bureau, le lendemain matin. Il y trouva aussi celui qu'il avait demandé la veille. Il les lut, l'un après l'autre, et découvrit à son grand étonnement qu'on avait retrouvé les deux hommes complètement vidés de leur sang. Pourtant, à proximité des cadavres,
On ne signalait aucune trace de sang, ni le moindre indice susceptible d'indiquer la cause d'une éventuelle hémorragie. Un peu plus tard, emportant les rapports avec lui, le capitaine Schwellenberg s'en fut rendre une petite visite au colonel Rausch. « À votre avis, il y a là quelque chose de louche ?» lui demanda le colonel en répétant involontairement la question que le capitaine, la veille, avait lui-même posée. « Je n'en sais rien. Il faut que je m'entretienne avec le médecin. » Rausch hocha son crâne chauve et luisant. « Faites ce que bon vous semblera. Je vous confie toute l'affaire, capitaine. » Schwellenberg partit immédiatement à la recherche du médecin qui avait autopsié les corps des 2 gardes. Répondant au nom de Frédéric, il avait le grade de major. C'était un homme de petite taille, dont les gros yeux semblaient disproportionnés par rapport au reste de son visage, et il offrait globalement une apparence quelque peu inquiétante. « Les 2 hommes sont morts de manière identique, » répondit-il au capitaine Schwellenberg, qui le pressait de questions. « Hémorragie. Une hémorragie due à une blessure ?» Le major Frédéric haussa les épaules. « Des perforations au niveau du cou, en effet, mais cela ne veut rien dire. À moins que vous ne pensiez qu'il se soit fait mordre par des chauves-souris buveuses de sang humain. Toutes les explications sont envisageables. » Le capitaine eut alors une idée. « Je voulais également vous poser une autre question, major. Est-ce qu'il existe une maladie dont les symptômes consistent en une extrême sensibilité de la peau aux rayons du soleil ? Vous faites sans doute allusion à ce qu'on appelle le lupus érythémateux. Une simple exposition au soleil ou aux rayons X peut effectivement provoquer une sorte d'irritation cutanée, généralement localisée sur les joues et l'arête du nez, qui prend la forme grossière d'un papillon. Nous avons un prisonnier tzigane dans le baraquement 52 qui se prétend atteint de cette maladie. Il dit qu'il ne peut pas travailler pendant la journée. Cet homme dit n'importe quoi. Il suffit qu'il se couvre le visage d'un mouchoir et tout ira bien. Merci du conseil, major. Le baraquement 52, vous dites ? Je vais noter son nom dans mon registre. Et elle s'appelle Vlad Tepes. Tepes ? Quel drôle de nom. J'ai comme l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Puis, le major Fredericks se replancha dans ses tâches administratives et le capitaine Schwellenberg entama sa tournée quotidienne. En arrivant à la hauteur du baraquement 52, il aperçut la grosse tzigane, Olga Eltsing, plantée devant la porte. « Bonjour. »« Bonjour, » la salua-t-il. « Ton malade est allé travailler aujourd'hui ?»« Non, elle n'en est pas question. Vu son état, un soleil pareil le tuerait. »« Justement, j'ai parlé au major Fredericks de sa prétendue maladie. S'il couvre son visage d'un bout de tissu comme un mouchoir, il n'aura pas à redouter les effets du soleil sur sa peau. Dis-lui de suivre le conseil du médecin. Et fais en sorte qu'il rejoigne son unité de travail dès cet après-midi. » Comment le médecin peut-il affirmer une chose pareille, alors qu'il ne l'a même pas examinée ? La vieille femme en cracha de dépit. Sans réfléchir, le capitaine Schwellenberg et, comme mue par un réflexe, celle-ci s'abattit sur le visage de la bohémienne, qui recula de quelques pas, sous le coup de la surprise, plus que de la douleur. « Obéis aux ordres que je te donne, femme, ou ce sont les vers qui se chargeront de vous, toi et ton protégé. » La main gauche plaquée sur la bouche, elle battit en retraite. Schwellenberg poursuivit sa route, regrettant déjà de l'avoir frappé. Mais avec ces gens-là, il fallait faire preuve d'autorité. C'était le seul langage qu'il comprenait. Plus tard dans la journée, il emprunta l'un des véhicules de service et se rendit à l'autre bout du camp, dans la zone où les prisonniers étaient employés à construire des baraquements destinés à accueillir les nouveaux arrivants. Debout, près de la voiture, il attendit quelques instants, le temps d'apercevoir, de loin, la haute silhouette d'un homme portant un chapeau et dont le bas du visage était dissimulé sous une étoffe. Satisfait, il regagna alors son bureau. 3 jours plus tard, alors que le capitaine Schwellenberg avait déjà presque oublié les 2 premiers, un autre gardien fut retrouvé mort. Après avoir parcouru le rapport déposé sur sa table et pris connaissance des causes de ce nouveau décès, il se hâta en direction du bureau du colonel Rausch. « On vient à nouveau de constater la mort d'un garde, » lui annonça-t-il sans autre préambule. « Il est clair qu'il a été assassiné. » Le colonel releva sa tête chauve. « Encore une hémorragie ? Précisément, il faut prendre les mesures qui s'imposent.
Je vais donner l'ordre à tous nos hommes de ne plus monter la garde la nuit que par équipe de 2. Et je vais faire vérifier toutes les serrures. Il est possible que l'assassin soit l'un de nos hommes, lui fit remarquer Schwellenberg. Pourquoi? Un soldat tuerait-il un autre soldat? Il lui serait beaucoup plus facile de s'en prendre à un prisonnier. Une telle logique était indiscutable. Je vais de ce pas m'entretenir avec le major Fredericks. Si j'obtiens d'autres informations, je vous tiendrai au courant. La nouvelle d'une mort supplémentaire parmi les gardes ne s'était pas encore répandue dans le camp, et tandis qu'il se dirigeait vers le bureau du médecin, coupant à travers la pelouse, tout parut calme au capitaine Schwellenberg. Des prisonniers nouvellement arrivés étaient justement en train de quitter la voie ferrée, marchant en file indienne vers les baraquements neufs. Abandonnant sa place dans le rang, un homme s'enfuit soudain, comme s'il avait l'intention de remonter dans le train. Mais un cri s'éleva aussitôt, et les soldats l'interceptèrent immédiatement, avant de le rouer de coups à l'aide de la crosse de leur fusil. On emporta son corps inanimé en direction de l'infirmerie, et les autres prisonniers continuèrent à marcher. Le capitaine Schwellenberg attendit 5 minutes que le major Fredericks soit de retour dans son bureau. « Eh bien, capitaine, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'enquête sur la mort de ces 3 gardes. Mais si vous devez vous occuper d'un malade, je ne voudrais pas vous déranger. J'ai vu qu'on était en train de vous amener un prisonnier. » Le major Fredericks sia à peine. « Le prisonnier en question est mort. Ils me font perdre mon temps avec des morts. » Schwellenberg hocha la tête, comme pour l'approuver. « Quelle est la cause du décès de ces hommes, major? S'agit-il d'une sorte de virus ou bien d'un quelconque animal qui les aurait... » « Aucun animal ne pourrait avaler autant de sang, le coupa le major. Mais alors? L'autre jour, vous avez mentionné le nom de Vlad Tepes. Je savais que je l'avais déjà entendu quelque part. Le major Fredericks se dirigea alors vers les livres qui se trouvaient sur une étagère derrière son bureau. Et il en choisit un qui traitait de l'Europe de l'Est. Voilà. Vlad Tepes a régné sur la Valaquie au XVe siècle. On prétend qu'il a torturé et tué plus de 30 000 personnes. C'est de la vie de cet homme que s'est inspiré Bram Stoker, l'écrivain irlandais, pour créer le personnage de Dracula dans son roman du même nom. Vlad Tepes était un vampire? Non, seulement dans l'imagination de Stoker. Mais il est tout à fait significatif que quelqu'un se fasse appeler comme ce monstre. Avez-vous revu ce prisonnier récemment? Non, pas depuis quelques jours, répondit le capitaine Schwellenberg. Mais je vais immédiatement vérifier son emploi du temps. Le visage du major resta impassible. Soyez prudent, le prévint-il. Si vous le soupçonnez d'être l'auteur des crimes, il serait préférable de l'envoyer à Auschwitz dans le prochain train. Au volant de l'un des véhicules de service, Schwellenberg s'enfuit vers les baraquements en construction où travaillaient les... Tandis qu'il cherchait du regard la haute silhouette de Vlad Tepes, il crut l'apercevoir, qui poussait une brouette chargée de briques. « Vlad Tepes !» s'écria le capitaine. L'homme fit mine de ne pas avoir entendu. Marchant droit sur lui, Schwellenberg arracha d'un geste le mouchoir qui recouvrait le visage du prisonnier. Ce n'était pas Vlad Tepes. À sa place se tenait un jeune tzigane que le capitaine n'avait encore jamais vu. Il fallut moins d'une demi-heure au capitaine Schwellenberg pour avoir la preuve que Vlad Tepes ne se trouvait pas parmi les prisonniers au travail ce jour-là. Il n'était pas non plus sur sa couchette, au fond du baraquement 52. L'après-midi même, le capitaine convoqua dans son bureau la vieille femme, Olga Eltsing. « Où se trouve Vlad Tepes ?» lui demanda-t-il en se penchant vers elle. « Je ne sais pas, monsieur, » répliqua la vieille, la main posée sur la bouche, comme pour lui rappeler le coup qu'elle avait reçu. « Depuis quand a-t-il quitté le camp ?»« Depuis plusieurs nuits. »« Et qui est le jeune tzigane qui travaille à sa place ?»« Quand il se trouvait dans le baraquement 44, on l'a déclaré mort, à tort. Nous l'avons fait venir chez nous,
et il a pris la couchette de Vlad Tepes. Vlad Tepes s'est enfui? Je ne sais pas, monsieur. Une nuit au cachot te rafraîchira peut-être la mémoire. Tu sais, ici, la vie ne coûte pas cher, et ton cadavre serait un plat de choix pour les cochons. Je suis une vieille femme, monsieur, et à mon âge, on n'a plus peur de grand-chose. Tristement, le capitaine acquiesça. Retourne dans ton baraquement, femme. Je m'occuperai de toi plus tard. On ramena la vieille tzigane et le capitaine resta assis un long moment, les yeux fixés sur le mur qui faisait face à sa table de travail. Au loin, on entendit arriver un train, mais le capitaine ne jeta même pas un œil en direction de la voie ferrée. Il y avait à présent 2 arrivages par jour. Le rythme s'accélérait. Bientôt, il serait temps d'organiser un nouveau départ à destination des camps d'extermination. À Bergen-Belsen, les prisonniers étaient trop bien traités, et trop nombreux étaient ceux qui finissaient par s'accommoder de leur routine quotidienne, même en crevant de faim. Ils s'habituaient à leurs conditions, et ils réussissaient à survivre. Quittant son bureau, il se rendit alors aux messes des officiers, qui se trouvaient à l'autre extrémité du camp. Là, à côté de la salle à manger, il y avait une petite bibliothèque, qui comprenait une excellente sélection d'ouvrages allemands et anglais. Le capitaine se souvenait d'y avoir vu un exemplaire du roman de Bram Stoker, Dracula. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Schwellenberg passa le reste de la journée à méditer sur l'ouvrage, consultant fréquemment l'un des almanachs rangés sur une autre étagère. C'était la fin de l'histoire qui l'intéressait le plus. Quand John Harker et les autres poursuivirent la roulotte qui emporte la terre dans laquelle repose Dracula, avant de le tuer, enfin, au moment précis où le soleil se couche. D'après les dates citées dans le roman, et les cycles lunaires qu'indiquaient les éphémérides, le capitaine Schwellenberg ne pouvait tirer qu'une seule conclusion. La mort de Dracula était survenue le 8 novembre 1887, ce qui était précisément la date de naissance donnée par Vlad Tepes. Ce soir-là, le capitaine dîna aux messes, et lorsqu'il rentra chez lui, il faisait déjà nuit. Il ne s'était encore jamais intéressé à la psychologie, ni à ses déviances, mais il avait du mal à accepter l'idée que l'un des prisonniers de Tziganes puisse se prendre pour un personnage de roman. Était-il concevable que Vlad Tepes ait pu suivre à la lettre l'histoire imaginée par Bram Stoker au point d'attaquer des gardes la nuit et de boire leur sang? Au cours de l'après-midi passé dans la petite bibliothèque, le capitaine avait également cherché d'autres explications possibles, allant même jusqu'à lire un article décrivant les mœurs des chauves-souris vampires. Mais les petites bestioles vivaient sous les tropiques, dans l'hémisphère ouest. Et lorsqu'elles attaquaient des êtres humains, elles s'en prenaient généralement à des victimes endormies, plantant leurs crocs dans les orteils plutôt que dans les carotides. Tout en marchant le long des barbelés qui séparaient la zone réservée aux prisonniers de celle des soldats et des officiers, le capitaine réfléchissait. Évidemment, il lui faudrait signaler à ses supérieurs l'évasion de Vlad Tepes, en admettant bien sûr que l'homme s'était effectivement évadé. Ou peut-être lui faudrait-il l'accuser de la mort des 3 gardes. En tout cas, c'était le principal suspect. Incapable de se décider, le capitaine, qui passait justement à côté du bâtiment abritant les locaux administratifs non loin de la voie ferrée, leva les yeux vers la fenêtre de son bureau. Ne sachant pas s'il serait absent pour le reste de la journée, il avait omis de la baisser complètement. Bien qu'elle n'eût été ouverte que de quelques centimètres, il distingua pourtant une forme sombre, posée sur le rebord, qui bougeait. Il crut d'abord qu'il s'agissait d'un oiseau, mais à cette heure tardive, ce n'était guère probable. Le capitaine fixa la fenêtre, et la chose sembla disparaître. Il eut alors l'horrible certitude qu'elle venait d'entrer dans son bureau. Se hâtant en haut de l'escalier menant à la porte d'entrée du bâtiment, le capitaine surprit le soldat qui montait la garde. « Quelque chose ne va pas, capitaine ?» lui demanda celui-ci en s'acquittant du salut réglementaire. « Non, tout va bien. J'ai simplement oublié quelque chose dans mon bureau. » Avant de mettre la clé dans la serrure, Schwellenberg ouvrit l'étui de son Luger et sortit ce dernier. Puis, l'arme au poing,
Il poussa lentement le battement de la porte. Le bureau était parfaitement silencieux. De là où il se trouvait, il constata que la fenêtre n'était effectivement pas complètement fermée. Avançant d'un pas, il actionna le commutateur électrique et le plafonnier s'alluma. « Bonsoir, capitaine Schwellenberg. » Pivotant sur lui-même, le capitaine se trouva alors face à face au propriétaire de la voie que la porte, en s'ouvrant, avait dissimulé à sa vue. Devant lui se tenait Vlad Tepes, mais celui-ci ne portait plus l'uniforme rayé des prisonniers. Il avait revêtu un costume sombre que recouvrait partiellement une longue cape noire. Le capitaine pointa son luger en direction de l'estomac du tzigane. « Où avez-vous trouvé ces vêtements ?»« Chez le colonel Rauch. J'avais remarqué que nous étions de la même taille, lui et moi. »« Je pourrais vous abattre sur le champ, vous le savez. » Vlad Tepes sourit. « Vous croyez vraiment que vos balles pourraient avoir quelque effet sur moi ?» Le doigt de Schellenberg se crispa sur la détente. Mais le capitaine hésitait. L'homme mentait, évidemment. Mais à supposer que les balles ne suffisent pas à l'arrêter... « Qui êtes-vous » s'enquit le capitaine, tout en s'efforçant de rester calme. « Vous n'êtes pas un tzigane, n'est-ce pas ?»« Les tziganes se sont montrés très gentils avec moi. Je vis et voyage avec eux depuis plus de 50 ans. Je suis le comte Dracula. » « Vous êtes fou. Voilà ce que vous êtes. Vous délirez et vous vous prenez pour un personnage de roman. Posez donc votre arme, capitaine. Si je délire, pouvez-vous alors m'expliquer comment je me suis introduit dans ce bureau ?» Schwellenberg se souvint alors de ce qu'il avait vu poser sur le rebord de la fenêtre. Un oiseau de petite taille, pas plus grand qu'une chauve-souris. « Qu'est-ce que vous voulez ?» fit le capitaine pour toute réponse. « Je désire quitter ce camp. »« Partez et envolez-vous par-dessus les barbelés comme vous l'avez fait pour entrer dans mon bureau. »« Les choses ne sont pas aussi faciles que vous le dites. Il faut que je puisse dormir quelque part. »« Un cercueil ? » ?»« Pas nécessairement. Je me contenterai d'une caisse remplie de terre. » Schwellenberg fit mine de ne pas avoir entendu la requête. « Vous avez tué 3 de mes hommes. Pourquoi avoir choisi des soldats ? Pourquoi pas des prisonniers ? Vous les faites mourir de faim. Et ils travaillent trop. Leur sang est très pauvre. »« Comment pouvez-vous exister si vous êtes le personnage du roman de Stoker ?» voulut savoir Schwellenberg. « C'est dans l'autre sens, capitaine. Le personnage du roman, c'est moi, et pas l'inverse. L'histoire de Dracula raconte précisément la vérité. Enfin, presque. Sauf à la fin. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas mort avec un couteau de chasse de fabrication américaine planté dans le cœur. Vous avez vous-même raconté ce qui s'était passé à l'auteur ? Non, je l'ai raconté à... Mais laissez-moi tout reprendre depuis le début. Comme vous vous en souvenez peut-être, je me suis rendu en Angleterre au mois d'août 1887. J'étais à Londres depuis quelques jours seulement, en compagnie de gens de théâtre, qui fréquentaient les quartiers à l'ouest de la ville, le West End, quand mes yeux se sont posés sur la femme la plus belle que j'ai jamais vue, et à l'époque, la plus belle de toute la ville. Elle avait des yeux d'un bleu très pâle, et un long cou ravissant. Quant à son teint, il était absolument parfait. Le capitaine Schwellenberg n'en croyait pas ses oreilles. Voilà qu'il était en train de faire la conversation avec un homme qui offrait toutes les apparences de la folie. « Qu'avez-vous fait » interrogea Schwellenberg. « On m'a présenté à elle, naturellement. Certes, je ne suis plus un jeune homme, mais je ne suis pas complètement dépourvu de charme. »« Vous l'avez tuée, comme vous avez assassiné les gardes. »« C'était bien mon objectif initial, capitaine. Rassurez-vous, je ne tiens pas à vous mentir. En effet, je voulais la tuer. Je voulais sentir la chair de son corps contre moi. Je voulais avoir le goût de son sang dans ma bouche. Mais je me suis retrouvé en train de lui raconter l'histoire de ma vie, l'histoire du comte Dracula. Et comment s'appelait cette femme remarquable ? Florence Balcombe. Florence Balcombe Stoker.
C'était l'épouse de Bram Stoker.